Bonjour, je m'appelle Lasconi. NYSYMB est l'acronyme de Ngumbulu Yasangi Yaminabantu, prénom totémique Congo qui signifie le lion de la brousse qui dévora les braconniers. Je suis chercheur pluridisciplinaire, enseignant et globe-trotteur natif de la rive droite du fleuve Congo. Bonjour à tous. Merci beaucoup de m'avoir accueilli. Je suis très fier. Je suis très fier d'être au lycée Thomas Sankara. Après l'université Thomas Sankara, me voici au lycée Thomas Sankara. On m'a dit beaucoup de bien de ce lycée et je suis très fier de vous voir naturel avec une belle chevelure, ce qui est un bon signe. Il y a beaucoup de filles également, chose si rare au Burkina. Ça montre que les choses évoluent parce que j'insiste beaucoup sur l'éducation des filles. Un sage africain a dit: éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Éduquer un homme, c'est éduquer un individu. La vie n'est possible qu'à travers le canal féminin. C'est la femme qui donne la vie, donc c'est elle qui transmet systématiquement. Il n'y a pas un seul être humain sur terre qui ne soit pas sorti de la femme. La femme a l'avantage de donner la vie à deux sexes, le masculin et le féminin. C'est ce qui explique que l'être humain est toujours androgyne. Il est à la fois féminin et masculin. La masculinité est symbolisée par la droite, la féminité par la gauche. Donc, une façon de dire que l'Afrique est dans ce qu'on appelle un paradigme de complémentarité. L'homme et la femme ne doivent pas être opposés, l'homme et la femme doivent être complémentaires. Si on oppose l'homme et la femme, on déséquilibre le monde. Alors, comme votre professeur, M. Bayala, vous l'a dit, je suis M. Lasconi Mwalimu, signifie en langue swahili enseignant. Parce que si nous voulons redéfinir un nouveau paradigme, nous voulons avoir une nouvelle vision, nous devons décoloniser le langage. Nous devons nous appuyer sur les langues africaines pour légitimer notre savoir. Nous devons nous appuyer sur les langues africaines pour produire de la science. Nous devons nous appuyer sur les langues africaines pour produire la technologie. La technologie et la science sont indissociables. Donc, Mwalimu, c'est en langue swahili, c'est l'une des langues les plus parlées d'Afrique. Elle parle de l'Afrique centrale jusqu'à l'océan Indien. République démocratique du Congo, Tanzanie, Burundi, Rwanda, Ouganda, Kenya, Zanzibar, Mayotte, Comores, etc. Les Africains disent qu'on est maître de la parole, de sa parole, mais on n'est pas maître de la connaissance. Ma première fierté, ma plus grande fierté aujourd'hui, c'est d'être dans une classe qui est dirigée par mon ancien élève. Mais sauf que la prestance d'un professeur, c'est ad vitam aeternam. C'est-à-dire, on est professeur pour l'éternité, on est élève pour l'éternité, vu qu'on en prend tous les jours et on enseigne tous les jours. Donc, M. Bayala, qui est votre professeur, jusqu'à sa mort restera mon élève. Comme moi, j'ai aussi mes maîtres devant lesquels je resterai élève ad vitam aeternam. Ainsi, vous aussi, vous deviendrez les professeurs, ce qu'on appelle les transmetteurs de la connaissance. Ne pas transmettre la connaissance, c'est hypothéquer l'avenir. Et la plus grande richesse que l'Afrique possède, ce n'est pas le pétrole, ce n'est pas l'or, ce n'est pas le diamant, ce n'est pas le coltan, ce n'est pas le manganèse, ce n'est pas l'uranium, mais la jeunesse de sa population. Le continent africain, c'est
30 millions de kilomètres carrés. Voici la superficie de l'Afrique. Vous avez donc ici Afrique. Kama, Kanita, Mama, Wanomi, je pourrais continuer notre continent à plusieurs appellations. Pour les Européens, pour les étrangers, nous sommes Afrique. Pour les Égyptiens, nous sommes Kama, Kamita. Pour les Congos, nous sommes Maman, Nomi, qui signifie mère noire. Les savants, à quelques exceptions près, sont unanimes pour dire que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Si l'Afrique est le berceau de l'humanité, ça veut dire que les Africains sont les aînés de l'humanité. Nous sommes les aînés de l'humanité. Si nous sommes les aînés de l'humanité, nous avons pour vocation de guider l'humanité. Si l'Afrique faillit, le monde entier faillira. 30 millions de kilomètres carrés. Ce qui fait de l'Afrique le plus grand continent du monde. Et il y a eu un grand chanteur du Nigeria qui nous a quittés il y a 24 ans, qui s'appelait Fela. Il a chanté un morceau qui s'appelle Africa Center of the World. L'Afrique, centre du monde. Nous sommes le centre du monde. Parce que l'humanité a vu le jour sur cette terre. Donc chaque Africain devrait se sentir privilégié d'être l'aîné de l'humanité. Mais en tant qu'aîné de l'humanité, nous sommes parmi les continents les moins peuplés parce que l'Afrique, sa population est estimée. Ce sont des estimations à 1,3 milliard d'habitants. Votre professeur, M. Mayala, vous enseigne le leadership. Mais vous ne pouvez pas devenir des leaders, défendre un continent que vous ne connaissez pas. La première des choses, si vous voulez défendre une maison, il faut en connaître les recoins. Pour défendre une maison, il faut la connaître. Si vous ne savez pas où se trouve la cuisine, vous ne saurez pas où prendre le couteau pour effrayer le voleur. Donc, ce que je suis en train de vous enseigner, c'est ce qu'on appelle l'Afrique balkanisée. Anglais, français, allemand, italien, portugais, espagnol, hollandais, danois, suédois, ottoman, américain vont se retrouver autour d'une table pour se partager le gâteau africain. Ça veut dire que nous sommes considérés par les autres comme un gâteau. Et la conception du gâteau vient d'un monarque qui n'a jamais mis les pieds en Afrique, qui s'appelait Léopold II. Et voilà que ce monarque, qui nourrit un complexe d'être à la tête d'un petit royaume, va décider de convoquer en septembre 1876, septembre 1876, il va convoquer la première conférence de la balkanisation de l'Afrique. Ça s'appelle la conférence internationale de géographie. Vous avez bien entendu. Conférence internationale de géographie. Conférence internationale de géographie. Donc c'est Léopold de Belgique qui convoque en septembre 1876
la conférence internationale de géographie. Cette conférence va durer une semaine. Une semaine pendant laquelle les Européens vont décider de cartographier l'Afrique. Donc de dessiner leur gâteau qu'ils vont se partager sans la vie des Africains. C'est comme si moi je venais à Kampala ou à Tonga et je décidais de faire une carte de ces quartiers en vue de me l'approprier. Cette conférence va durer une semaine et à la suite de cette conférence naîtra un journal qu'on appelle le mouvement géographique qui permettra aux premiers Européens de venir en Afrique pour conquérir les terres. Vous avez pas très loin du Burkina un long fleuve qui s'appelle le fleuve Niger, dont le vrai nom est le Djoliba. C'est l'un des plus grands fleuves d'Afrique qui traverse le Niger, le Nigeria, le Mali, etc. Et ce fleuve, un homme va décider d'en devenir propriétaire. Son nom c'est Georges Goldy. Georges Goldy. En anglais on dit George. En français Georges prend un S. En anglais ça prend pas de S, Goldy. Cet homme devient donc propriétaire d'un fleuve en Afrique. Ça veut dire que si les Africains doivent traverser un fleuve, ils doivent payer des redevances à Georges Goldy. Voilà comment l'Afrique devient la cour de récréation de notre peuple, parce que nous avons perdu ce qu'on appelle l'initiative historique. Quand on perd l'initiative historique, ça veut dire qu'on ne prend plus de décision. Ce sont les autres qui décident à votre place. C'est la perte de la souveraineté. Donc, sans la conférence internationale de géographie de 1876, il n'y aurait pas eu la conférence de Berlin. Donc, c'est 8 ans après la conférence de géographie, internationale de géographie, qu'un homme du nom de Otto von Bismarck, alors là, il y a du boulot, le chancelier Otto von Bismarck, qui est le chancelier d'Allemagne, qui décide, sous les recommandations d'un homme du nom de Eugène Wolf, qui décide d'organiser la conférence de Berlin, où toutes les puissances européennes vont arriver pour se partager l'Afrique. Et il n'y a pas un seul Africain qui est invité, même pas le Rwanda. Ils décident que l'Afrique est leur propriété. Et cette conférence va durer 3 mois. 15 février, pardon, je ne sais pas pourquoi je dis février, 15 novembre 1894 au 26 février, voilà, on arrive en fin février 1885. « 15 novembre 1884, 26 février 1885, les Africains sont exclus de cette conférence. Ainsi, les Européens décident d'être propriétaires de l'Afrique. D'où les différentes zones que je vous ai données. L'Afrique pour les autres et pour les Africains même d'ailleurs est divisée en 5 zones linguistiques. L'Afrique dite anglophone, parce que c'est l'Angleterre qui a le plus grand empire colonial. L'Afrique dite francophone. L'Afrique dite lusophone. Lusophone, c'est le Portugal. Tout ce qui est lusophone, c'est le Portugal. L'Afrique dite hispanique, qui est la plus petite. Il n'y a que 2 pays, je vais vous les donner. Et l'Afrique dite arabophone. Mais l'Afrique africanophone n'existe plus. Ça veut dire quoi? Nous sommes la propriété des autres. Où est l'Afrique moréphone? Où est l'Afrique
Kourisiphone? Où est l'Afrique Yorubaphone? Où est l'Afrique Bombaraphone? Où est l'Afrique Swahiliphone? Où est l'Afrique Lingalaphone? Où est l'Afrique Bamilekephone? Ça n'existe pas. Donc nous sommes ici pour redéfinir un nouveau paradigme afin que l'Afrique dite disparaisse pour redevenir l'Afrique de nos ancêtres. Est-ce que je suis clair? Est-ce que je suis clair? Oui. Donc ça veut dire que si nous redéfinissons un paradigme, c'est un mot un peu compliqué, le paradigme, c'est décider d'avoir sa propre vision, c'est décider de penser par soi-même, c'est décider d'agir par soi. Maintenant, lorsque je vous parle de la conférence de Berlin, c'est à partir de cette conférence que les Africains vont décider, 16 ans plus tard, 15 ans plus tard, je m'excuse, en 1900, donc les Africains vont lancer le premier congrès panafricain. Et là, il faut saluer ses ancêtres qui, pour la plupart, n'étaient pas nés en Afrique. Ils étaient tous nés à l'extérieur. Et qui va convoquer ce premier congrès panafricain? C'était un avocat, le premier avocat noir au barreau de Londres. Il s'appelait Henry Sylvester Williams. Donc, je vais effacer. Premier avocat noir au barreau de Londres s'appelle Henry Sylvester Williams. Henry avec Y, parce qu'en anglais, Henry prend un Y. Donc, je vais l'écrire ici. Henry Sylvester Williams. C'est lui qui était un ancien enseignant qui décide de quitter son île qui s'appelle Trinidad and Tobago. Donc le congrès panafricain qui a eu lieu il y a 121 ans est là pour rassembler les morceaux d'Afrique. Toute action engendre une réaction. Donc 15 ans, c'est pas mal, hein? Ils sont vraiment battus. En 15 ans, ils ont réussi à réunir ce qu'on appelle l'intelligentsia noire. C'est ainsi que naîtra ce qu'on appelle le panafricanisme. Qu'est-ce qu'on trouve dans ce mot? Dans le panafricanisme, il y a quoi ici? Moi, je t'appelle. D'accord. Alors, dans le panafricanisme, qu'est-ce qu'il y a dedans? Quel mot tu retrouves dedans? Très bien. Il y a Afrique. Voilà. Très bien. Ça prouve bien que M. Bayala travaille. Je suis très fier. Dans le panafricanisme, il y a Afrique. Il ne faut jamais hésiter, il ne faut jamais être timide. Je vous ai dit que tous les jours, l'oreille va aller. Colle. Ça veut dire qu'on apprend tous les jours. Donc, nous avons Afrique. Le pan, c'est le pont. C'est un pont idéologique qui relie l'Afrique et sa diaspora. Diaspora. Qu'est-ce que la diaspora? C'est les Africains qui vivent au continent africain. Non, je pense que là, ça mérite quand même des applaudissements. On ne peut pas être plus
clair, bravo. En tout cas, je vois que le travail, je suis très fier. La diaspora, c'est l'Afrique hors d'Afrique. Donc les Africains qui vivent hors d'Afrique. Mais là encore, il va falloir définir la diaspora. C'est très bien. Je vais te donner une très bonne réponse. Je te vais donner 8, 9 sur 10. 9 sur 10. Ce qui est pas mal, hein? C'est honorable. Mais, dans la diaspora, il faut diviser la diaspora en deux. Vous avez la diaspora historique et issue de la déportation. Et vous avez une deuxième diaspora, qui est la plus récente, qui est à peu près un siècle et demi, qu'on appelle la diaspora continentale. Diaspora continentale. Voilà. Donc, vous avez l'Afrique. Le panafricanisme est le pont qui relie l'Afrique à sa diaspora. Il faut répondre. Donc voilà, il ne faut pas être timide, il ne faut pas te laisser intimider, une belle fille comme toi. Si tu te laisses intimider, la dot n'est pas baissée. Quand la dot augmente, il faut que tu participes. Donc, diaspora historique et diaspora continentale. La diaspora historique est issue de la déportation et la diaspora continentale est issue de l'émigration. Émigration, à ne pas confondre avec immigration. Émi et imi, c'est pas la même chose. Voilà en gros ce qui nous intéresse ici. Si le panafricanisme est le pont qui relie les Africains du continent et de la diaspora, ça veut dire que nous avons le devoir et l'obligation morale de devenir tous des panafricanistes. Des panafricains. Donc nous sommes devenus tous des panafricains. Est-ce qu'un panafricanisme est tribaliste? Est-ce qu'un panafricanisme est tribaliste? Non, mais très bien. Est-ce qu'un panafricanisme est tribaliste? Très bien. Donc, si nous sommes panafricanistes, il n'y aura plus de tribal. Et si nous enterrons le tribalisme, nous nous hissons sur le toit du continent. Ça veut dire que chaque Africain se sentira chez lui partout en Afrique. Et c'est mon cas.